Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, et puis très belle année, surtout 2022. On a encore le temps de se souhaiter le meilleur pour cette année. Je suis Sandrine Berger-Douce, je suis professeure à Mines Saint-Étienne et copilote en fait de la thématique TNRO pour transformation numérique responsable des organisations, thématique qui propose en fait donc cette année cette série de webinaires destinés à partager les travaux des uns et des autres sur notamment les questions liées au développement durable et à la responsabilité sociétale des entreprises, donc DDRS. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre collègue donc Clément Seillet, qui est maître assistant en économie à l'Institut Mines Télécom Nord-Europe, donc IMT Nord-Europe, et membre du Centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique, ou CLERC pour les initiés. Et Clément est également membre du comité de rédaction de la revue de l'organisation responsable, qui est la revue partenaire, on va dire, d'une association de recherche centrée sur les questions de développement durable, qui s'appelle le RIOD, le Réseau international de recherche sur les organisations et le développement durable. Donc Clément travaille sur les transformations du rapport salarial et de l'industrie chinoise, sur les investissements chinois en Asie du Sud-Est, sur la responsabilité sociétale des firmes multinationales produisant en Chine et en Asie du Sud-Est, et bien sûr, plus globalement, sur les nouvelles routes de la soie, toujours en Asie du Sud-Est. Donc le travail qui est présenté aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de son terrain de thèse, réalisé de 2010 à 2014, et depuis, 2 terrains complémentaires ont également eu lieu en Chine entre 2017 et 2019. Donc Clément nous propose aujourd'hui donc une intervention intitulée « Les multinationales en quête de moins-disant social et environnemental, une course sans fin ». La parole est à toi, Clément. Merci beaucoup, Sandrine, pour la présentation. Merci également à Estelle pour l'organisation et puis à vous tous pour prendre du temps dans cette rentrée que j'imagine bien chargée pour venir m'écouter et j'espère ensuite discuter de cette présentation. Alors, du coup, l'année dernière, dans le cadre d'un séminaire inter-école, j'avais déjà évoqué la question de la responsabilité sociale des entreprises dans l'industrie chinoise de manière assez générale. J'avais présenté brièvement plusieurs types de dispositifs et leurs effets sur la relation salariale en Chine. Alors, il s'agissait de dispositifs déployés dans les industries plutôt intensives en main-d'œuvre, typiquement le textile, le jouet ou l'assemblage électronique, des secteurs intensifs en travail et avec un contenu technologique pas encore très, très développé. Alors, j'avais caractérisé 3 modes d'action des firmes multinationales auprès de leurs sous-traitants et les limites de ces modes d'action. Donc, très synthétiquement, j'avais parlé des codes de conduite des multinationales qu'elles imposent à leurs sous-traitants via des audits sociaux. En général, en Chine comme en Asie, comme dans plein d'autres pays en développement, la RSE, souvent, elle se limite à ça et elle est très critiquée parce qu'elle est très, très incomplète. Ensuite, j'avais également présenté des formations qui visent à former le management des entreprises à avoir des systèmes de ressources humaines plus normés, une gestion environnementale moins polluante. Ce type de développement des capacités, capacity building, comme on dit, c'est beaucoup développé dans la dernière décennie en Chine et encore une fois, comme ailleurs en Asie d'ailleurs. Mais l'une des critiques qui est faite à ces dispositifs, c'est que les salariés ne sont pas eux-mêmes acteurs de ces dispositifs, ils ne sont pas impliqués plus que ça dans les formations. Et donc, il y a un 3e type de dispositif que j'avais présenté qui cherche réellement, lui, à impliquer les travailleurs eux-mêmes dans les dispositifs de RSE, ce qui est paradoxalement, en fait, très rare en Chine comme ailleurs. Donc, je vais revenir plus en détail aujourd'hui sur cette RSE, donc j'appelle RSE participative, du fait de l'implication des travailleurs, qui, à l'heure actuelle, après mon dernier terrain en 2019, a disparu du fait de la répression accrue en Chine contre les ONG de défense des travailleurs. Et puis, je vais quand même essayer de prolonger l'analyse sur ce qui reste de ces dispositifs et est-ce qu'on peut encore, à l'heure actuelle, construire quelque chose de significatif pour les travailleurs à partir de ces dispositifs et puis plus généralement
à partir des dispositifs de RSE des firmes multinationales. Alors, cette étude de cas, donc, je l'ai menée sur plus de 10 ans. Elle me permet d'illustrer la question plus générale de la présentation, donc sur la responsabilité sociale et environnementale des multinationales. J'y reviendrai de manière un peu plus générale, à la fois dans le cadre théorique et puis en conclusion et peut-être dans la discussion avec vous. Ça me permet aussi de faire le lien en fait, avec les deux premières présentations de ce séminaire. Il y avait eu la présentation de Fabrice Flippo sur la sobriété numérique. Notamment en conclusion, je vais passer un peu plus de temps sur l'industrie du numérique et de l'électronique. Et puis, la présentation de Géraldine et Jean-Luc sur un dispositif en Afrique où ils critiquaient le côté néocolonial ou néopaternaliste du dispositif de RSE étudié. Eh bien, le type de dispositif que je vais présenter ici, il vise justement à tenter de rompre avec cette logique paternaliste dans les dispositifs de RSE. Et je reviendrai donc aussi sur une initiative qui s'est développée récemment, impliquant des ONG situés dans les pays en développement et des acheteurs publics européens pour essayer de faire évoluer la RSE dans le secteur de la production de matériel électronique. Alors, le plan que je vais utiliser, que je vais mobiliser aujourd'hui, il est assez classique. Je vais présenter dans un premier temps mes objectifs, mon cas théorique, la méthode, les résultats, et puis je conclurai sur cette analyse. Alors, la question de recherche du coup, qui m'a guidé dans ce terrain, c'est dans quelle mesure les dispositifs de RSE permettent réellement d'impliquer les travailleurs. En général, on reste dans la RSE des multinationales dans une logique paternaliste, où les salariés ou les populations locales sont considérés plutôt comme des victimes que comme des acteurs du changement. En fait, ceux qui sont chargés de mettre en place la RSE sauraient, entre guillemets, ce qui est bien pour les salariés, sans même avoir à leur demander. Et puis l'autre critique, c'est qu'on se situe en général dans une logique utilitariste, une logique d'efficacité, où la RSE doit apporter une optimisation de l'organisation du travail, ou alors renforcer l'efficacité de la consommation d'énergie ou de l'utilisation des matières premières. En tout cas, elle doit être rentable. Et donc, la question ici, c'est est-ce qu'il est réellement envisageable de rompre avec la logique paternaliste ou la logique utilitariste de la RSE et au contraire accepter l'incertitude liée à l'octroi d'un statut d'acteur politique aux travailleurs pour que ces travailleurs puissent, en tant que collectif, s'emparer eux-mêmes de l'amélioration de leur sort. Alors, plus précisément, on va voir que les objectifs des dispositifs que je vais présenter ici sont doubles. Le premier objectif, c'est que les salariés puissent eux-mêmes identifier leurs propres besoins et leurs propres intérêts. Et puis, dans un deuxième temps, qu'ils soient capables de mener une négociation sur l'amélioration de leurs conditions de travail avec la direction des usines, qui sont donc les usines sous-traitantes des grandes marques des secteurs que j'ai cités précédemment. Donc, dans ce cas-là, on ne serait plus dans le cas d'un expert en RSE qui définirait le contenu de la RSE, mais ce serait plutôt les travailleurs eux-mêmes qui définiraient donc, le contenu de la RSE. Alors, le cadre théorique que je mobilise, donc comme l'a dit Sandrine, donc je suis économiste. Mon cadre théorique principal, c'est ce qu'on appelle la théorie de la régulation, qui est une école française en économie politique qui s'intéresse à la diversité des capitalismes et à leur transformation. Alors pour ça, ils étudient 5 formes institutionnelles: l'État, la monnaie, le rapport salarial, l'insertion internationale et les formes de la concurrence. Et donc, ces 5 formes institutionnelles, elles varient dans l'espace et dans le temps et elles donnent lieu à une très grande diversité des formes de capitalisme. Ça permet, par exemple, de comparer le capitalisme chinois et le capitalisme américain ou de comparer, par exemple, le capitalisme français des années 60 avec le capitalisme français actuel en analysant ces différentes formes institutionnelles et leurs évolutions. Dans mon cas, je m'intéresse en particulier au rapport salarial, c'est-à-dire aux modalités de mise au travail des individus dans l'industrie chinoise, c'est-à-dire les règles qui encadrent la relation salariale, son organisation, les mobilisations des travailleurs, parce que même si c'est très compliqué en Chine, les travailleurs se mobilisent tout de même. Et j'étudie ça notamment en lien avec l'évolution de l'insertion de la Chine dans la production internationale. Comme
vous le savez très bien, hein, depuis les années 80, les relations de travail en Chine ont énormément évolué, notamment sous l'impact de l'insertion de l'industrie chinoise dans les échanges et dans la production mondialisée. Ça m'amène également à mobiliser un autre cadre théorique, c'est les analyses en termes de chaîne globale de valeur. On dit parfois de réseau de production mondialisé. Alors, les gestionnaires parmi vous sont probablement très familiers avec les analyses en termes de chaîne globale de valeur, qui sont depuis une dizaine d'années reprises par les grandes institutions internationales du type Banque mondiale et Fonds monétaire international. Ces institutions, elles vont plutôt l'utiliser pour renouveler le discours traditionnel de Ricardo sur les bienfaits de la mondialisation. Selon ce discours, hein, l'insertion dans les chaînes globales de valeur serait source de création d'emplois, de montée en gamme technologique. Bref, ce serait bénéfique aux territoires qui s'inséreraient dans la mondialisation. Mais ce cadre d'analyse, il est aussi repris par des analyses critiques en management, notamment les Critical Management Studies, ou par la sociologie critique, hein, plutôt dans la lignée d'auteurs comme par exemple Immanuel Wallerstein. Alors Wallerstein, c'est un auteur qui avait théorisé les relations de production entre un centre, en gros les pays de la triade, hein, Amérique du Nord, Europe occidentale et Japon, et qui exploiterait en fait, ces pays de la triade, les ressources et les ressources naturelles et les travailleurs dans les pays périphériques, c'est-à-dire les pays en développement et les pays émergents. Alors, un certain nombre de travaux critiques sur la responsabilité sociale des firmes multinationales s'inscrivent plus ou moins explicitement dans cette tradition, et c'est également mon cas. Hein. Donc, les auteurs critiques de la RSE considèrent que la démarche des multinationales est intrinsèquement utilitariste. L'objectif donc, des multinationales consisterait à protéger leur réputation en gardant le contrôle sur leur chaîne d'approvisionnement. Et donc, dans ce cadre, l'élaboration des normes privées de RSE, ce serait surtout un moyen pour elles de communiquer sur leurs activités les plus vertueuses sans faire forcément, ou en tout cas sans faire significativement évoluer leurs pratiques d'achat. Donc, c'est un moyen pour elles en fait, de poursuivre l'exploitation des travailleurs et l'exploitation de l'environnement aussi dans les pays producteurs. Alors, ces auteurs, ils vont même plus loin en montrant que dans des États où les institutions politiques sont faibles, le déploiement des normes privées peut être mobilisé comme un argument pour éviter la mise en place de règles contraignantes. Et ça, on va le retrouver assez régulièrement en Chine, hein, où il arrive que des multinationales utilisent l'argument de la RSE dans le cadre de leur lobbyisme contre l'adoption d'un droit du travail plus strict. La RSE, elle peut également s'inscrire dans une stratégie qui vise à atténuer les critiques des ONG, essayer de limiter ces critiques des ONG ou des associations de consommateurs, par exemple, ou encore, nous dit Sum, à rendre les salariés plus dociles en leur accordant un nombre limité de concessions dans les usines. Voilà, donc on a une littérature importante qui s'est développée notamment ces 10 dernières années, allant parfois jusqu'à assimiler les dispositifs de RSE à des outils de nature postcoloniale. Donc là, ça fait encore une fois référence aux travaux de Jean-Luc et Géraldine aussi, qui nous ont été présentés il y a quelques semaines dans le cadre de ce séminaire. Donc une RSE qui viserait avant tout à reproduire la domination des firmes des pays développés sur les usines des pays en développement, dans une logique descendante, top-down, au mépris parfois même des spécificités locales. Alors, par contre, il y a peu de travaux en fait, qui s'intéressent réellement à l'implication des travailleurs dans la RSE, notamment parce que en fait, il y a aussi peu d'initiatives concrètement qui essayent d'impliquer réellement les travailleurs. Donc, c'est cette faiblesse de la littérature que je vais essayer de contribuer à combler que j'ai essayé de contribuer à combler dans le cadre de mes travaux. En termes de méthodologie, alors ma principale source, eh bien, ce sont des entretiens semi-directifs qui ont été menés d'abord entre 2012 et 2014. Donc, il y a eu 14 entretiens spécifiquement. Alors, j'en ai beaucoup plus sur la RSE et sur les transformations de l'industrie chinoise en général, mais j'en ai 14 entre 2012 et 2014 sur la question précise des dispositifs de RSE participative
Et puis, de nouveau, en 2019, alors cette fois uniquement 5 entretiens que j'ai pu mener, très probablement du fait du climat de répression qui s'est mis en place à partir de 2014-2015 en Chine et à Hong Kong, qui, je pense, a fait que de nombreux interlocuteurs ont refusé de me répondre ou de me rencontrer lors de mon retour en 2019. Ces entretiens, donc, je les ai menés auprès d'ONG de défense des travailleurs qui sont impliqués dans la mise en place de ces dispositifs, de ces comités de travailleurs. Je les ai menés en Chine continentale, donc à Canton et à Shenzhen, dans le sud de la Chine, mais surtout à Hong Kong. Alors, Hong Kong, pourquoi Hong Kong? Parce que de par son histoire et de par son statut politique plus libéral, eh bien, elle joue à la fois le rôle de refuge pour les ONG de défense des travailleurs en Chine et également de plateforme avec la société civile internationale. Alors, par exemple, ça va être des ONG ou des associations qui vont critiquer les grandes marques, je ne sais pas moi, Apple, Zara, Samsung, H&M, mener des campagnes contre elles et qui vont du coup avoir des liens très forts avec les ONG présentes à Hong Kong et en Chine continentale. Donc, Hong Kong joue vraiment ce rôle de plateforme entre la Chine et les pays développés en l'occurrence. Et puis, alors, je me suis également appuyé sur quelques documents internes des ONG, mais du fait de la sensibilité politique de la question de l'organisation des travailleurs en Chine, en fait, ils sont très peu nombreux, ces documents internes. Et également, moi, j'aurais beaucoup aimé pouvoir assister à ces formations au sein des usines, mais du fait, encore une fois, pour des raisons politiques, je n'ai pas pu intégrer des sessions de formation directement à destination des travailleurs au sein des usines en Chine. Alors, du coup, ensuite, sur le contexte de la condition salariale en Chine, oui, j'avais prévu aussi une carte pour vous montrer. Donc, à gauche, vous avez la carte de la Chine. Donc, vous voyez, Canton, Shenzhen et Hong Kong sont situés au sud. Et donc, c'est à la fois, donc Hong Kong, je le disais, un cadre toujours, même s'il y a une très forte répression là-bas, encore avec des libertés individuelles plus importantes qu'en Chine continentale. Et le delta de la rivière des Perles que vous voyez en bas à droite, c'est aussi le centre industriel qui s'est énormément développé en Chine depuis les années 2000. Quand on parle d'usine du monde, de la Chine comme usine du monde, en fait, on se focalise en grande partie sur ce triangle de la rivière des Perles, donc Canton, Shenzhen et les villes voisines. Voilà. Alors, sur les questions des conditions de travail en Chine, alors ce qui est assez connu, c'est que pendant plusieurs décennies, le développement de l'industrie chinoise s'est appuyé sur de très faibles salaires et que ces salaires ont progressivement augmenté depuis une quinzaine d'années et qui sont à l'heure actuelle plutôt en comparaison plus élevés que d'autres voisins asiatiques, par exemple le Vietnam, le Cambodge ou le Bangladesh. Ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est que sur le plan formel, en réalité, le droit du travail en Chine est plutôt assez avancé par rapport aux autres pays émergents, sur le plan des conditions de travail, sur le plan de la santé, sur le plan de la sécurité au travail, sur le plan de la protection sociale, par exemple, mais que par contre, ces règles, eh bien, elles sont en réalité très peu mises en œuvre dans les usines. Et surtout, le point le plus important qui m'intéresse dans le cadre de cette étude, c'est la faiblesse des droits collectifs en Chine. Alors, les trois droits qui sont considérés comme fondamentaux, les trois droits collectifs fondamentaux selon l'Organisation internationale du travail, c'est la liberté d'association, donc la liberté syndicale, l'existence de mécanismes de négociation collective et le droit de grève. Eh bien, la Chine, c'est probablement l'un des pays où l'exercice de ces droits est le plus difficile. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont facilement accessibles dans les autres pays en développement. C'est souvent très difficile d'organiser l'action collective. On l'a vu par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rana Plaza, cet immeuble qui s'était effondré en 2013 au Bangladesh. On avait constaté, et on a pu constater depuis, que les syndicalistes sont extrêmement réprimés au Bangladesh, par exemple. Mais en Chine, en fait, ces droits collectifs sont tout simplement inexistants dans le droit et dans la Constitution. Alors, il y a bien un syndicat en Chine, mais il est de fait lié aux autorités et il n'est pas du tout représentatif des travailleurs.
Les mécanismes de négociation, eux, ils sont quasiment inexistants et il n'y a pas non plus de droit de grève. Alors, dans les faits, les grèves, elles existent. Il y a des grèves régulièrement en Chine, mais en fait, les grévistes, ils s'exposent à la répression, au bon vouloir, souvent d'ailleurs des autorités locales, plutôt que de la répression directe de l'État central. Alors, dernier point, le terrain mené entre 2012 et 2014, il se faisait en fait dans un climat de relatif optimisme. Quand j'ai fait ma thèse, au niveau national comme au niveau de la province du Guangdong, qui fait face à Hong Kong, on sentait une tolérance plus importante pour les ONG de défense des travailleurs. Il y avait même quelques expériences menées pour améliorer les mécanismes de négociation collective, pour tenter de rendre le syndicat officiel plus représentatif des travailleurs, par exemple. Et puis, quand j'y suis retourné en 2019, eh bien là, le contexte était beaucoup moins encourageant. Le durcissement du régime de Xi Jinping se faisait très largement ressentir, et en particulier sur les questions de travail. On s'attaquait et on s'attaque encore à l'heure actuelle aux ONG sur le plan administratif, leur existence même est menacée, sur le plan financier, et également sur le plan pénal. Plusieurs activistes qui ont été emprisonnés, certains même que j'ai pu rencontrer entre 2012 et 2014. Et donc, ça explique en grande partie qu'en 2019, mes entretiens étaient plutôt centrés sur les résultats. En fait, je demandais plutôt un regard, un recul sur ces dispositifs qui, à ma connaissance, n'avaient plus lieu. Alors, peut-être que les ONG continuaient à en mener de manière très discrète et n'ont pas voulu me le dire, mais en réalité, j'en doute. Je pense qu'ils étaient plutôt sincères quand ils me disaient qu'ils n'en faisaient plus du tout, qu'ils n'avaient plus du tout les moyens de mener ce type de dispositif. Alors, j'en viens maintenant dans la partie résultat à la présentation. Pour commencer, des objectifs des ONG et puis ensuite au contenu des dispositifs de RSE participative et à leurs effets. Et puis enfin, à leur disparition il y a quelques années. Alors, les ONG de défense des travailleurs, elles sont particulièrement critiques des firmes multinationales qu'elles considèrent comme, en fait, les principales responsables de l'exploitation des salariés en Chine. Alors, pour autant, certaines d'entre elles acceptent de prendre part à ces programmes parce que ça leur permet, en fait, d'avoir accès aux travailleurs et à l'organisation collective des travailleurs au sein directement des usines. Elles me disent, ces ONG aussi, que ne pas prendre part à ces programmes, ça reviendrait en fait à se priver d'un léger rapport de force établi par les campagnes des ONG internationales qui poussent les multinationales à faire de la RSE. C'est-à-dire que quand vous avez des campagnes contre Apple, contre Zara ou contre H&M, eh bien, malgré tout, ces multinationales sont obligées de montrer qu'elles font quelque chose et donc peut-être de développer des liens avec ces ONG qui sont directement en lien avec les travailleurs. Et donc, ne pas faire de RSE, ce serait se priver de ce, encore une fois, léger rapport de force construit à travers les campagnes à destination des consommateurs occidentaux. Et puis, dernier point, ces ONG, c'est des petites structures, souvent avec des ressources financières très limitées. Et donc, le financement de ces projets est plutôt bienvenu, même si la RSE reste assez minoritaire à côté de leurs activités réelles, enfin leurs autres activités de soutien au travail. Alors, de leur côté, les multinationales, elles sont conscientes des limites de la RSE traditionnelle, donc des codes de conduite et des audits sociaux. Et donc, plusieurs d'entre elles se sont tournées vers ces ONG plus critiques, souvent après des campagnes de dénonciation pour mettre en place des comités de travailleurs censés donc être élus démocratiquement chez leurs sous-traitants. Alors, en termes si on en vient maintenant au contenu et au déroulement de ces programmes de RSE participative, eh bien, donc, du coup, l'idée, c'est de constituer dans ces usines des plateformes qui viseraient à faire remonter les revendications des travailleurs et donc à favoriser, en fin de compte, la discussion avec, et la négociation de ces travailleurs avec la direction. Donc, lorsqu'on discute avec les ONG, ce qu'elles nous disent, c'est que leur idéal, c'est de contribuer, en fait, ce qui les guide plus fondamentalement, c'est de contribuer à promouvoir une forme de négociation collective dans laquelle les travailleurs pourraient s'organiser de manière
indépendante vis-à-vis de la direction. En général, c'est des projets qui durent entre 1 an et demi et 2 ans. Donc, c'est beaucoup de temps. C'est assez long dans le cadre des dispositifs de RSE. Et ça commence d'abord donc par une formation au sein de l'usine par l'ONG sur des questions de droit du travail, avec une multitude de sujets comme la question de santé, de sécurité au travail, l'interdiction du travail des enfants, en passant par des procédures de démission ou encore de harcèlement sexuel. Ces formations, elles ont également pour objectif de sensibiliser les travailleurs au principe même de la représentation collective, parce qu'en Chine, les travailleurs n'y sont pas du tout familiers à cette question de négociation collective qui doit être distinguée de la défense des intérêts personnels, des intérêts individuels. Une fois que ces formations, donc l'ensemble de la main-d'œuvre ont été menées, eh bien, ces ONG, elles organisent une petite campagne électorale où les travailleurs les plus motivés sont encouragés à se porter candidat à la représentation collective. Alors, c'est généralement un peu compliqué à faire accepter, hein, vous imaginez bien, à la direction de l'usine, mais donc c'est l'ONG qui joue le rôle d'organisateur et qui, en cas de blocage, va chercher en fait le soutien de la multinationale pour qu'elle mette un peu la pression sur l'usine qui doit accepter, hein, l'usine sous-traitante doit accepter la mise en place de ce dispositif. Une fois que les membres du comité sont élus, alors ça peut changer en fonction de l'ONG, en fonction de l'usine, mais en général, on a à peu près un représentant élu pour 60 à 100 ouvriers. Donc, par exemple, ça ferait 8 à 12 représentants pour une usine de 500 salariés. Bien, l'ONG va former de manière plus spécifique les membres du comité élus, par exemple, pour les encourager à faire des enquêtes, à hiérarchiser les demandes des travailleurs et les faire remonter auprès de la direction, comment négocier avec le management, parce que ce n'est pas forcément inné, et parfois même les encourager à mener une enquête auprès des usines du cluster local, hein, pour se renseigner sur les conditions de travail, les salaires dans les usines voisines, pour être au courant des marges de manœuvre de négociation au sein de leur usine. Voilà, et donc une fois que j'ai un schéma donc, qui va pouvoir synthétiser ça, hein, donc vous voyez ici, dans une démarche de RSE classique, eh bien, vous n'auriez pas l'ONG qui interviendrait. Vous aurez juste le donneur d'ordre, donc disons Apple, qui donnerait un code de conduite à son sous-traitant présent en Chine, en lui disant un certain nombre de critères à respecter et qui mènerait des audits sociaux réguliers. Là, vous avez donc une ONG de défense des travailleurs qui intervient comme acteur, comme organisation extérieure, qui va former les salariés et essayer donc de mettre en place ce comité de travailleurs censé pouvoir discuter avec la direction. Alors, ensuite, les stratégies qui sont mises en place au moment de se lancer dans cette négociation, parce que c'est ça qui est le plus important du point de vue des ouvriers. En fait, les ouvriers, ils vont avoir tendance assez rapidement à vouloir, on les comprend bien, négocier directement des questions de salaire. Le problème, c'est que ça, les questions de salaire, les questions de rémunération, ça va être un sujet très tendu auprès de la direction. Et donc, les ONG vont avoir tendance à conseiller les comités de se focaliser d'abord sur des négociations un peu plus faciles. Donc, dans ce tableau, je reprends des exemples qui m'ont été cités dans le cadre des entretiens. Et souvent, on va essayer, pour essayer de créer un collectif de travail qui soit de représentants qui soient un peu unis, qui tentent cette négociation, d'aller sur des sujets moins clivants, par exemple la qualité de la nourriture dans les cantines, l'accès à l'électricité dans les dortoirs, ou plus généralement des questions un peu d'hygiène dans les dortoirs, ou alors des questions aussi au sein des usines sur des systèmes de protection un peu plus explicites dans l'utilisation des machines. Et en cas de succès de ces négociations un peu plus simples, eh bien, là, le comité pourrait aller sur des sujets un peu
un peu plus conflictuelles, les questions, par exemple, de relations, de relations hiérarchiques ou des questions de cadence de travail. Et puis, si ça marche, eh bien, pourquoi pas aller ensuite parler de questions encore plus clivantes, par exemple, l'accès à la sécurité sociale, des salaires impayés, etc., jusqu'aux négociations salariales. Donc, on est un peu dans une stratégie des petits pas, des petites victoires dans un premier temps, pour aller sur des sujets plus clivants. Alors, sur les effets et les limites de ces dispositifs, hein, en fait, dès la première partie de mon terrain, avant 2015, les activistes, ils étaient assez enthousiastes, hein, ils étaient assez contents d'avoir cette occasion de discuter avec les salariés, de créer ces collectifs de 7 ans où on pouvait parler de négociations collectives. Ils voyaient qu'il y avait une prise de conscience aussi chez les salariés. Et pourtant, ils étaient quand même bien conscients que ces programmes n'allaient pas à eux seuls révolutionner les relations de travail dans l'industrie chinoise, notamment parce qu'il y a un grand nombre d'obstacles structurels, hein, qui viennent limiter la portée de ces comités. Alors, le premier obstacle qui a été cité très régulièrement concerne l'acceptation du rôle du comité en tant que représentant légitime des travailleurs. En fait, tout au long du programme, hein, les ONG, elles font souvent face au scepticisme, voire même à l'hostilité du management, qui accepte ces programmes en fait uniquement, en général, parce que les multinationales les obligent à le faire. Alors, du coup, le management a un certain nombre de stratégies pour faire échouer, ou en tout cas pour mettre des bâtons dans les roues des ONG. En général, ils n'ont pas recours à la menace directe à l'encontre des représentants à l'encontre des représentants élus, parce que ça risquerait de provoquer le mécontentement du collectif des travailleurs. Ce serait un peu trop risqué. Par contre, il y a des stratégies d'empêchement beaucoup plus subtiles qui consistent, par exemple, à imposer des heures supplémentaires à l'heure où le comité est censé se réunir. Une autre pratique courante consiste, par exemple, à accorder une promotion aux représentants élus quelques mois après l'élection afin de leur faire oublier en fait l'intérêt collectif, conformément au précepte de diviser pour mieux régner. Ensuite, la deuxième grande difficulté de ces programmes, c'est que le soutien des multinationales, il est assez ambivalent. En fait, hein, les ONG, elles soulignent que elles soulignent des grandes difficultés à maintenir des échanges durant plusieurs mois avec les multinationales, hein, qui, en fait, au bout d'un certain temps, se désintéressent du programme, ce qui fait que assez rapidement, l'ONG et le comité peuvent se retrouver un peu seuls face à la direction, sans réelle possibilité d'activer la pression de la firme multinationale. En fait, ce que nous disent les ONG aussi, c'est que peu de marques acceptent dans les faits de limiter, d'augmenter le prix des commandes, qui pourrait en fait donner aussi des marges de manœuvre plus importantes aux usines, hein, parce qu'il faut savoir que dans les chaînes globales de valeur, le partage de la valeur ajoutée, il est en général bien plus favorable aux grandes marques qui engrangent des profits importants, alors que les usines dans les pays en développement, et en particulier en Chine, ont des marges beaucoup plus faibles. Et en fait, il y a aussi un rapport de force qui se crée au sein des multinationales, où vous pouvez avoir un responsable RSE qui va être très motivé, très impliqué dans les questions d'implication des travailleurs. En fait, au moment de prendre des décisions importantes, va faire face au responsable des achats, par exemple, qui, lui, va pas forcément trop apprécier cette incertitude liée à l'implication des salariés et va préférer une stabilité, des coûts faibles, des délais restreints, etc. Et donc, il ne va pas forcément être très intéressé par la poursuite du programme de RSE, en tout cas dans un programme de RSE qui soit très significatif. Enfin, les représentants élus ne bénéficient d'aucune forme de protection institutionnelle. Dans le cadre de la loi chinoise, ils ne peuvent pas non plus user de la menace explicite de la grève qui, a priori, les rapports au travail sont l'un des moyens d'établir un rapport de force important. Et puis, tous ces obstacles faisaient que déjà, même avant 2015, en fait, ces comités n'étaient pas pérennes. C'était des expériences intéressantes du point de vue des ONG, mais elles avaient du mal à les faire durer dans le temps. Et souvent, une fois le projet de 2 ans est terminé, bien souvent, la structure
représentative des salariés était plutôt transformée en département RSE au sein de l'usine, donc plutôt sous le contrôle du management. Le climat de relative tolérance dont j'ai parlé dans le contexte, eh bien, il s'est assombri au milieu des années 2010. Et donc, finalement, ce n'est pas l'absence de protection légale des représentants qui a eu raison de ces comités, mais c'est bien le durcissement du contrôle politique sur les activités des ONG de défense des travailleurs. Je le disais, à partir de 2014, il y a de plus en plus d'intimidation des ONG et il y a l'adoption d'une loi en 2017 sur le financement des ONG qui va vraiment compliquer leurs affaires. Et puis ensuite, la multiplication des arrestations des activistes à partir de 2017-2018 qui ont finalement eu raison de ces tentatives de promouvoir la participation des travailleurs. Alors, en conclusion, est-ce qu'on doit considérer du coup que ces expériences sont anecdotiques et que finalement, elles n'ont pas servi à grand-chose? Une très bonne question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse toute faite. Moi-même, je continue à me poser des questions et ça va aussi être la question des suites à donner à ce type de dispositif. Ce que me disent les ONG, c'est que ces dispositifs ont quand même permis d'essayer de maximiser la RSE. C'est un activiste qui dit ça. Enfin, c'était quand même une tentative de reconnecter réellement la RSE avec les travailleurs et avec la vision des ONG qu'elles ont des relations de travail. En fait, plutôt qu'une approche du résultat, elles se sont attachées à une approche procédurale qui, à chaque étape, mettait l'accent sur une plus grande participation des travailleurs. Donc là, on est quand même en rupture avec la focalisation sur des résultats mesurables, comme on l'a dans la plupart des codes de conduite et des audits sociaux. Alors, elles sont bien conscientes des limites. Un des interlocuteurs également m'a dit que ça permet de créer des chances dans un climat très compliqué. Ça a pu servir aussi de parapluie parfois pour masquer un peu les activités des ONG en disant on fait des RSE, on ne fait pas de la négociation collective. Donc ça, c'était plutôt positif du point de vue des ONG. Et alors, on aurait pu imaginer, et c'était l'une de mes hypothèses au départ, que si la contrainte institutionnelle s'était allégée en Chine, ces comités auraient pu à terme servir de source d'inspiration pour des innovations institutionnelles au niveau déjà de la province du Guangdong, et puis pourquoi pas, puisque le système politique en Chine fonctionne beaucoup comme ça en termes d'essais, d'erreurs et d'expériences qui sont menées à l'échelle d'une province et qui sont étendues. Pourquoi pas, ça aurait pu mener à terme, en tout cas inspirer en partie le renouvellement des relations de travail. Et en fait, au contraire, ce qu'on a vu, c'est un resserrement du régime politique chinois qui a finalement été fatal à ces expériences et donc qui vient confirmer que l'environnement institutionnel est déterminant dans la capacité plus large de la société civile à faire émerger des alternatives durables dans les chaînes globales de valeur. Alors, si les ONG de travail ont accepté de coopérer avec les multinationales, cette enquête, elle montre qu'elles sont quand même restées vigilantes pour éviter les risques de légitimation des marques en leur fixant des conditions préalables. Par exemple, l'interdiction de nommer l'ONG de défenseur des travailleurs dans les rapports de RSE pour qu'elle-même ne soit pas utilisée à des fins de communication. On pourrait parler de social washing en parallèle avec les activités de greenwashing de certaines multinationales. Voilà, donc je vais conclure plus rapidement ici, parce que je vois que l'heure tourne. Donc ces dispositifs avaient aussi, il y avait beaucoup de débats parmi les activistes. Il y avait des ONG qui étaient farouchement contre l'idée aussi de s'allier avec les multinationales et qui n'ont jamais du coup participé à ces dispositifs. Alors, l'échec de ces dispositifs, est-ce que ça veut dire que toute tentative de solidarité internationale est vouée à l'échec? Alors, pas forcément. Ici, je voudrais retenir deux pistes qui me semblent intéressantes. La première, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler déjà, c'est celle de l'adoption de plusieurs lois sur le devoir des vigilances des multinationales qui ont été adoptées en Angleterre en 2015, en France en 2017 et dans un certain nombre de pays développés, avec l'objectif de rendre les multinationales responsables
où qu'elles soient et où que leurs sous-traitants se trouvent. Donc cette loi en France de 2017, elle oblige les multinationales les grandes multinationales à établir un plan de vigilance pour prévenir les risques donc, en matière d'environnement, de droits humains, de corruption notamment. Et en cas de manquement, eh bien, elles sont susceptibles de faire face à un juge en France. Et c'est intéressant parce qu'il y a actuellement des négociations en cours au sein de l'Union européenne et au sein aussi de l'ONU pour essayer d'élargir ces législations et en faire un traité commun au niveau international. Ce qui, à terme, pourrait permettre d'avoir non plus uniquement des normes de RSE privées, mais également une forme de contrainte, un droit public qui viendrait contraindre les entreprises. Et la deuxième alternative dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, elle se situe dans le prolongement du dispositif dont je viens de vous parler. En fait, entre 2013 et 2015, vous avez eu un grand dispositif qui a rassemblé plus d'une cinquantaine d'usines de l'électronique, justement pour essayer d'impliquer les salariés et le management. Et plusieurs ONG que j'ai interviewées ont pris part à ce programme qui s'appelait IDH, qui était aussi financé par des entreprises comme Dell, HP, Philips ou Apple, par exemple. Donc, il y avait des accords importants sur le contenu des programmes entre des consultants qui avaient une vision beaucoup plus managériale et des ONG beaucoup plus proches du point de vue des travailleurs. Et donc, il y a eu une forme de scission et des ONG ont fondé une organisation qui s'appelle Electronics Watch, qui est basée aux Pays-Bas. Alors, c'est une structure tripartite qui repose à la fois donc, sur des réseaux d'ONG dans les pays producteurs qui ont pour objectif donc, de tracer les impacts de l'industrie électronique aux différentes étapes de production. Vous avez des acheteurs publics, des collectivités territoriales et des universités. Alors, dans la tradition du mouvement anti-sweatshop, vous savez peut-être que les premières mobilisations contre Nike dans les années 90, contre les ateliers de misère, eh bien, c'était notamment dans les universités anglo-saxonnes et qui reste à l'heure actuelle le fer de lance aussi de la critique contre les multinationales. Et il s'appuie également sur la directive des achats publics responsables qui a été décidée au sein de l'Union européenne en 2014, qui oblige les acheteurs publics à montrer que leurs achats sont éthiques. Et donc, les Electronics Watch essayent d'accompagner ces acheteurs publics dans leur démarche d'achat plus responsable. Et puis, le dernier tiers, ce sont des experts, des chercheurs surtout dans le domaine des droits humains, droits du travail, des chaînes globales de valeur, etc. Donc, l'objectif de cette organisation, c'est de faire du contrôle de la chaîne de valeur de l'électronique, d'accompagner les acheteurs publics et puis, enfin, d'engager aussi un dialogue avec les marques en s'appuyant sur la force des acheteurs publics pour essayer alors pas de mettre la pression sur les marques, mais en tout cas de dialoguer avec elles sur la manière dont elles pourraient et des marges de manœuvre dont elles disposent pour améliorer les conditions de travail tout au long de leur chaîne de valeur. Voilà. Alors, je me disais que peut-être, et en tout cas le débat peut être ouvert là-dessus, il y avait une dimension de recherche-action à notre collectif de travail sur le DDRS, sur le développement durable et la RSE. Et éventuellement, ce type de dispositif, ce type d'initiative pourrait être quelque chose d'intéressant à creuser au niveau de l'IMT. Voilà, j'ai trop parlé, je m'en excuse et je laisse la parole du coup à Sandrine. Merci beaucoup de votre attention. Un très grand merci à toi Clément pour ta présentation très riche et pour ton enthousiasme aussi par rapport à ces sujets qui, je le sais depuis quelques années maintenant, te tiennent vraiment à cœur et voilà, tu as cette capacité de partager avec nous tous, donc pour ça un grand merci.